Bonjour, je m'appelle Paul Hellec, je suis doctorant en sociologie. J'interviens également dans le média hors série et sur le média TV pour faire des analyses de la situation politique. Et je suis en entrevue avec le média À Gauche. Ta définition de la gauche. Ma définition de la gauche, elle va forcément être marquée par mon engagement communiste, en tout cas ma revendication de mon identité comme communiste, même si je suis pas plus membre du Parti communiste français. Je dirais que la gauche, du coup, dans ma vision, elle pourrait s'appliquer à l'ensemble des organisations, collectifs, partis ou mouvements qui visent à organiser, d'une part, la démarchandisation de la société et d'autre part, la désétatisation de la société, avec comme objectif et comme contrainte la création d'un acteur collectif, un nous, le plus inclusif et qui inclut l'ensemble des luttes contre l'oppression que connaissent les individus dans la société. Donc par démarchandisation, ce que j'entends, c'est de dire, voilà, sortir de la logique du capital, du mouvement de valorisation de la valeur qui colonise l'ensemble des rapports sociaux et des rapports même du vivant, le capitalisme, le capital, l'argent qui se valorise elle-même. Et de l'autre côté, par désétatisation, ce que j'entendais, c'est l'idée que la gestion démocratique de la société, ne doit pas s'arrêter à une petite arène parlementaire où on désigne des représentants. La question de prendre le pouvoir, d'avoir une souveraineté sur les choix que l'on mène, elle doit être à l'échelle de l'ensemble de la société. Et par désétatisation, j'entends ainsi le fait que on doive à terme ne pas avoir une forme comme l'État qui est un tiers qui intervient dans nos relations de décision collective, quoi. En gros, de voir l'État comme une espèce de scission de l'homme avec lui-même, comme dit Marx, et qui nous empêche d'être nous-mêmes les gens qui dirigeons l'ensemble des décisions à prendre, notamment en ce qui concerne la question de la répartition des ressources, la réponse aux besoins qu'ont les individus. Et encore une fois, je dis le troisième critère, c'est pas pour le mettre de façon moins importante, c'est de dire que l'ensemble, ces deux objectifs ne peuvent être conclus qu'à partir du moment où on crée un acteur collectif qui n'écarte aucune lutte contre les oppressions, parce que bien entendu, l'État et le marché sont deux instruments qui s'encodent parfaitement dans les luttes, dans les oppressions, qui réorganisent à leur guise les rapports d'oppression, s'en satisfont, peuvent faire semblant de les mettre de côté, mais en vérité les réactivent en permanence, de la même manière qu'il y a une division genrée du travail. Par exemple, on peut dire qu'il y a une division raciste ou racisée du travail dans les sociétés. Et donc, du coup, voilà, c'est toujours des enjeux. Donc pour moi, c'est ça la gauche, mais c'est un programme ambitieux. C'est vrai qu'avec cette définition, il y a quand même moins de gens tout de suite que les partis officiellement proclamés. Par quoi remplacer le capitalisme ? Moi, je suis communiste, donc j'ai envie de répondre le communisme. La question, c'est bien entendu, qu'est-ce que c'est ce système-là ? Encore une fois, je vais prendre les mêmes précautions et je vais me cacher derrière Karl Marx, mais je pense qu'il y a une raison, et il l'explique très très sincèrement pourquoi il n'a pas défini ce que c'est. Il dit d'ailleurs le communisme n'est pas pour nous un ordre d'état des choses à établir tel quel, c'est plutôt un mouvement de transformation radicale de la société, radicale au sens à la racine, il dit la racine de l'homme c'est l'homme, donc de transformation de la société et qui vont dans le sens de ce que je disais. C'est-à-dire que d'abord, il faut rompre avec la question de la marchandisation, c'est-à-dire avec le fait que la marchandise et la loi de valorisation de la valeur réorganisent l'ensemble de nos rapports de consommation, c'est-à-dire nos rapports de réponse à des besoins, nos rapports de travail, nos rapports entre individus. C'est la question de l'aliénation chez les jeunes, puis Marx tout le long, de comment on est aliéné par rapport à l'autre et par rapport au produit de notre travail. Et puis, encore une fois, ce mouvement de transformation, ça ne peut pas être uniquement une question de marchandisation. Ça doit être comment on organise la décision collective, c'est-à-dire quelle est la forme de décision démocratique. Et pour ça, il faut que ça soit en commun. Donc si on dit on gère les ressources en commun, on gère les moyens de la production en commun pour être sûr que ça se répartisse de façon équitable en fonction des besoins de chacun. Il faut quand même avoir un niveau de direction de ça, a priori à court terme, pour qu'ensuite ça devienne l'état naturel des choses, entre guillemets. Et puis dire le communisme, malgré les vieux restes du marxisme orthodoxe très porté sur la question purement économiciste, etc., la question du communisme ne peut pas être une autre question que la question d'une égalité réelle. Et par égalité, c'est
si on le prend au sérieux ce mot, ça veut dire pareil, c'est-à-dire lutte contre le rejet, on va dire, de toutes les formes d'oppression, que ça soit en raison du genre, de la race, de l'orientation sexuelle, de la religion, de ce qu'on veut. Il y a tellement déjà de fractures qu'il faut nommer ça. Donc le communisme, ça doit être ça. Ça doit être une société qui n'est pas réglée par l'intérêt privé de bout en bout, et dans lesquelles, encore une fois, je cite, je peux pas, c'est le libre développement de chacun et la condition du libre développement de tous. Et voilà, je m'arrête là, mais bon, on a compris ce que je voulais dire. Il faut libérer de l'oppression la société et libérer la société de la marchandise. Déjà, ce serait pas mal. Que penses-tu de la stratégie de Mélenchon d'abandonner les termes bourgeois et prolétaire pour les remplacer par peuple et élite ? Bon, alors d'abord, moi je suis pas sûr qu'il y ait un abandon réel des termes, parce que il faut qu'on regarde, y compris quand Jean-Luc Mélenchon arrive sur le devant de la scène en 2012, pour ceux qui l'ont connu pour le grand public, un peu avant pour les autres. De fait, les termes de bourgeois et prolétaire ont déjà vécu le choc, on va dire, de la contre-révolution libérale, néolibérale des années 80. Je suis pas sûr qu'on utilise beaucoup ce terme-là, ou on l'utilise d'une manière où c'est devenu archaïque en raison de la façon dont les gens se sont projetés dans la société. Je dis pas que c'est archaïque dans le sens qu'il recouvre. Au contraire, un bourgeois, si on le définit comme quelqu'un qui possède des moyens de production, on peut très 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 clairement regarder qui en fait partie. Mais pareil, même des sociologues marxistes, je pense à Eric Olin Wright ou d'autres, ont remarqué, et c'était un grand débat aussi dans les marxistes français des années 70-80, qu'il y a une nécessité de voir comment la participation à la classe bourgeoise, elle s'élargit au-delà de ça, avec l'organisation d'une classe managériale, enfin d'un certain nombre de stratifications à l'intérieur de l'espace bourgeois qui continue d'exercer un rôle sur le contrôle du travail, etc. Et que du coup, dans la question de l'identification, on a bien vu que il y a ça, ce problème-là à identifier. D'ailleurs, je crois que tu as interviewé Nicolas Framont, lui il essaye de se faire ce travail un peu, il parle de sous-bourgeois, etc. C'est un truc que j'avais discuté vite fait avec lui, que j'aimerais bien faire à l'occasion de discuter, de reprendre ces termes. En tout cas, il y a des travaux qui sont là-dessus. Et de l'autre côté, bien entendu, quand je disais la question de comment les gens s'identifient, je veux dire, à partir de la difficulté qu'rencontre la classe ouvrière dès les années 80, et puis on rajoute la chute de l'URSS, etc., et de l'effritement de la conscience de classe, bien entendu, l'identification à la classe ouvrière, aux classes populaires, c'est beaucoup moins fait. Chose qui pourtant ne dit pas qu'elle n'existe pas en tant que classe en soi. Je veux dire, moi je fais le test avec mes étudiants, là j'ai eu la chance cette année de faire un truc sur la sociologie des classes. Il y a plein de gens qui s'identifient clairement comme faisant partie des classes moyennes, et quand on regarde leurs conditions de travail, dans en tout cas celles de leurs parents, comment ils s'inscrivent, leur lien avec le capital culturel, bon, très vite on arrive à montrer que c'est pas forcément le cas. Donc le problème, c'est que déjà, ces termes n'arrivaient pas trop à refléter. Mais si on regarde le sens, encore une fois, je signe. Parce que pareil, sur le prolétariat, bon, déjà, il y a des problèmes et des tropismes, je pense, dans les questions de traduction. Ça, c'est le moment un peu intello de la réponse. Mais régulièrement, moi, je parle pas l'allemand, mais je regarde un peu les enjeux de traduction. Quand on a traduit classe ouvrière souvent dans Marx, lui, il parle souvent de Arbeiterklasse, la classe des travailleurs, des travailleurs. C'est pas exactement pareil que ouvrier. Il y a eu un vrai tropisme ouvriériste, parce que c'est la figure de proue de l'ouvrier qui a porté la coalition des classes populaires et ouvrières. Bon, maintenant qu'on parle de classe populaire au pluriel, notamment en sociologie, il y a une vraie question, et le mot prolétariat, là, il peut retrouver un sens, dans le sens où si les gens disent le prolétariat, en gros, c'est les ouvriers, en vérité, Marx, il dit le prolétariat est une classe révolutionnaire, au sens où, lorsqu'il met en cause sa place dans le système productif, il met en cause l'ensemble du système et son fonctionnement. Et c'est ça qui lui confère un rôle révolutionnaire. Donc la question, c'est peut-être plutôt, aujourd'hui, quel est le mot qui convient? Quelles sont l'organisation, le groupe organisé qui, en remettant, en questionnant en place sa place dans le système productif ou dans la société, parce qu'il n'y a pas que, encore une fois, le travail qui compte, va remettre en cause l'organisation de la société. Et en ça, sa validité est très bonne. Donc ensuite, il y a la question tactique. Effectivement, la question de l'emprunt au populisme était très marquée chez Jean-Luc Mélenchon, plutôt en 2017, il faut admettre,
puisqu'en 2012, il fait une campagne drapeau rouge. Hein. Moi, je l'ai faite, la campagne, donc je peux le dire. J'étais au Parti communiste à l'époque. C'était le drapeau rouge. Il dit à la place de la République, nous sommes le drapeau rouge et le rouge du drapeau. Il assume cet héritage mouvement ouvrier. Donc c'est 2017, hein, vraiment la question. Juste entre 2017 et un peu après, la question du populisme et du mouvement des Gilets jaunes. Toutes les expressions de mouvement qui sont des expressions de la crise de la médiation politique, c'est-à-dire qui refusent la représentation, qui refusent de s'inscrire dans les canaux traditionnels, tout ça, ça a été le moment populiste et très clairement, il faut admettre que si dans MOUF et dans l'ACLO, il y a très vite un post-marxiste, voire un dépassement du marxisme, un renoncement au logiciel marxiste, dès, on va dire, hégémonie et stratégie socialiste. Juste après, on passe dans autre chose. Et il y a eu cette influence chez Jean-Luc Mélenchon, et je pense que sur le plan tactique, il y a des choses qui m'ont plu et des choses beaucoup moins. Je trouve d'ailleurs que, pour être plus clair, ce que je veux dire, c'est que il y a eu cet emprunt, mais je suis pas sûr que il ait conservé une logique populiste complète aujourd'hui en 2022. 2022, c'est une campagne beaucoup plus ancrée à gauche dans la façon d'en parler, dans la façon d'envoyer des signifiants politiques qu'en 2017. Donc, la question, c'était, est-ce que cette revendication du terme élite, peuple, était une revendication tactique ou une revendication de fond? Et je pense qu'il y a les deux, en fait. Donc, du point de vue tactique, la construction du nous inclusif que j'appelais tout à l'heure, je pense qu'elle a marché en partie, qu'elle a été capable de justement relever le défi de termes qui avaient apparu comme archaïques au niveau de la formulation, pas forcément du fond, et porter une masse de gens vers un vote un peu plus radical. On peut pas nier que 2012 c'est 12%, 19,6% en 2017, que ça a apporté et que ça a permis à des gens qui n'avaient pas cette tradition marxiste rouge, par exemple comme la mienne, de se porter sur ce genre d'optique. 2022, encore une fois, on fait un pas de côté de nouveau par rapport au populisme et on arrive à un vocabulaire de gauche qui revient, pareillement les déclarations sur le capitalisme comme système, même dans son bouquin, sans interview, là, la question du rôle de la marchandisation, il cite le capital, etc. Et elle est entrée. Maintenant, je dois avouer que je pense qu'il y a aussi un ancrage réel, en partie chez une partie des gens autour de Jean-Luc Mélenchon, notamment ceux qui ont une tradition socialiste, moins ancrée dans les questions marxistes, de ce truc populiste élite, parce que ça leur permet une facilité de langage, une facilité de voir les conflictualités, et peut-être parce qu'ils s'engagent pas intellectuellement dans ce que veut dire de prendre au sérieux l'ensemble de la construction intellectuelle du capitalisme et donc de comment on combat. Je remarque d'ailleurs la petite polémique dernièrement sur son bouquin, elle s'est faite parce que il a utilisé le terme de peuple et qu'il n'utilisait pas le terme de prolétaire, mais je trouve que la polémique à propos de son dernier ouvrage, là, etc., n'était pas très intéressante à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que d'une part, il parle, encore une fois, du mouvement de valorisation de la valeur et de ces enjeux-là. C'est quelqu'un qui comprend la logique et déjà, je préfère une gauche qui reconnaît ça qu'une gauche qui fait semblant de l'oublier, confère le Parti socialiste ou les autres. Mais deuxièmement, parce que il pointe quelque chose. Je dis pas que c'est la plus grande théorie politique du siècle, etc., mais il pointe quelque chose qui est effectif dans les rapports sociaux, à savoir que dans beaucoup de mouvements, les mouvements se sont dirigés en dehors des canaux traditionnels du mouvement ouvrier, c'est-à-dire en dehors de la contestation au travail et sur le lieu de travail, mais sur les places publiques. C'était les indignés, c'était différents mouvements. Les gilets jaunes, c'est quoi? C'est un salariat qui ne se mobilise pas à l'intérieur des canaux de l'entreprise. Ils ne demandent pas leur augmentation au patron, ils se tournent vers l'État. Et puis quand l'État refuse, ils veulent un référendum pour pouvoir court-circuiter la décision de l'État. Et ils se mobilisent les jours non ouvrés, le samedi, pas les jours de grève. Donc, et il pointe qu'il y a aussi des questions qui se posent sur la question des réseaux et sur le fait que la question de l'inclusion d'une citoyenneté, d'une construction de la citoyenneté politique pousse sur un certain nombre de combats et notamment, par exemple, des besoins qualitatifs. On peut pas nier qu'une partie du mouvement écolo a émergé sur la question de revendication de besoins qualitatifs, donc pas quantitatifs au sens de qualité de vie, de conditions de vie. Et bien sûr que la question écologique, elle permet de réorganiser la conception du capitalisme et des rapports sociaux, et donc de réactualiser le logiciel marxiste avec un biais maintenant antiproductiviste, avec une vision maintenant antiproductiviste. Ça n'empêche que voilà, il y a eu une apparition quand même, et que du coup, c'est pas bête d'essayer de réfléchir via ce qui ferait la connexion. Est-ce que c'est les réseaux? Est-ce que quelque chose de supplémentaire existe? S'il n'abandonne pas le reste,
c'est-à-dire les fondamentaux de ce que c'est le capitalisme. Je vois pas le problème. Je pense que la polémique est très très vite donnée parce que s'il y avait de quoi critiquer la position populiste en 2017, chose que personnellement j'ai faite, là, je trouve que c'est moins le cas. Par contre, et je finirai là-dessus, on a conservé effectivement un vocabulaire, une synthèse discursive différente. Et je pense que c'est d'ailleurs la très grande force tactique de Jean-Luc Mélenchon. En 2017, il est capable, via sa revendication d'un humanisme et son inscription dans ce long courant de l'humanisme, de faire passer des trucs, on va dire, très rouges, comme des trucs très banals. Et c'est pas, je l'ai vu expliquer que sa position sur l'humanisme lui a fait comprendre le lien entre la question du droit à l'avortement et ensuite la question du droit des personnes trans. Et c'était étonnant de penser que c'est via l'humanisme qu'on fait le lien. Lui, il fait sa synthèse, mais il parle aussi à d'autres générations que la nôtre. Je vois, par exemple, la génération des parents, qui ont été des gens de gauche, etc. En fait, quand il leur parle de ces sujets avec ses mots à lui, ça passe mieux que quand moi je parle avec mes mots. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, qu'il faut s'en satisfaire. Au contraire, il faut cette division du travail entre des gens qui amènent le curseur plus loin et d'autres gens qui soient capables d'agréger en faisant la synthèse. Et c'est pour ça que c'est très fort quand même. Donc voilà, j'ai été long, mais pour moi, il y a de l'ambiguïté, il y a les deux. Mais en tout cas, moi, je n'abandonnerai pas la notion de prolétaire en tant que classe qui remet en cause l'ensemble du système lorsqu'elle se mobilise. Ça, c'est ça qui m'intéresse. La question, c'est qui ? Le terme élite est-il approprié ? Effectivement, le terme d'élite est beaucoup moins intéressant comme mot. Déjà parce que élite veut tout et rien dire. J'ai pas une revendication de faire partie de l'élite au sens que Mélenchon entend, c'est-à-dire de faire partie des gens qui gèrent les féodalités économiques de ce pays, ont du pouvoir en termes de classe sociale. Mais enfin, je dois avouer que vu mon parcours, je suis hyper diplômé, beaucoup plus que la moitié de la population. J'ai fait une grande école. Je fais partie du parcours de ce que les gens appellent l'élite. Encore une fois, je connais des gens qui aujourd'hui sont ministres, etc., avec qui j'ai fait mes études. Enfin, donc ou qui sont dans les ministères. Donc, je pourrais faire partie de cette élite. Et le mot élite aussi a le problème qu'il va très vite personnaliser la question. Et il y a un écueil sans doute à dire c'est telle et telle personne, telle et telle... alors que la question de la bourgeoisie, quand elle était définie comme une position de classe, encore une fois, elle englobait la question d'un positionnement dans les rapports sociaux. Et perdre les rapports sociaux de vue lorsqu'on désigne l'adversaire, c'est un problème. Parce que sinon, ça dégrade la question de la lutte. Mais encore une fois, il y a des très belles définitions de bourgeois. Moi, j'aime la définition de Léopold Fargue, qui dit « J'appelle bourgeois quiconque renonce à soi-même, au combat, à l'amour pour sa réussite personnelle. » Ça, je trouve que c'est beau. Au combat, le combat de société, etc. À soi-même, on renonce à une part de soi-même pour être quelqu'un qui prétend être quelque chose, etc. On renonce. C'est Bourdieu qui dit les petits bourgeois, par exemple, c'est les gens qui se font petits pour se faire bourgeois. Il y a une part de renoncement, je pense, forte en termes d'idées, en termes de conquête, d'ambition, à l'amour. Là, c'est un écrivain qui écrit. J'aime bien cette définition. Mais bon, le problème, c'est qui est bourgeois du coup. Encore une fois, on a perdu avec la fébrilité des identités de classe la capacité à l'analyser. Donc, le terme de bourgeois, moi, m'intéresse. Je parle tout le temps de bourgeoisie. Je trouve, et c'est ça la difficulté, que quand je parle de bourgeoisie, quand je suis sur un plateau, etc., c'est très dur de ne pas paraître et de ne pas passer pour quelqu'un d'archaïque ou de quelqu'un de complètement gauchiste qu'on peut écarter très, très vite. Donc la question pour nous, c'est oui, il faut utiliser le qualificatif de bourgeois, sans doute, il est sans doute mieux que élite, mais il va falloir qu'on lui redonne encore une fois un contenu. Et pour lui redonner un contenu, il faut prendre au sérieux que on n'est plus dans que la bourgeoisie connaît à l'intérieur de nombreuses segmentations, qu'il faut les caractériser. Est-ce que c'est un rôle de contrôle sur le travail? Est-ce que c'est une question de possession de patrimoine? Ou est-ce que c'est une question de possession notamment d'actions, d'actifs financiers? Est-ce que la bourgeoisie, c'est aussi une pratique culturelle? C'est-à-dire une capacité à utiliser certaines formes de revendications culturelles comme un moyen de distinction, ça c'est la théorie bourdieusienne, pour pouvoir se mettre à l'écart. Est-ce qu'on n'a pas aussi des ethos, des habitudes, des pratiques de classe qui font que même quand on est plus fortuné, on continue d'être un bourgeois, c'est-à-dire de penser le monde d'une certaine manière.
Donc bon, bourgeois me semble mieux qu'élite. Élite est pratique d'un point de vue tactique parce que c'est identifié dans la colère sociale. Souvent, on s'en prend aux élites, mais il est dangereux parce que il y a des visions anti-élitistes qui sont aussi des visions très réactionnaires. Hein. Je pense que si on regarde les complotistes à l'extrême droite, etc., ils ont toujours des mots élite. Derrière élite, on peut très vite trouver les complots, hein, quel que soit l'ennemi désigné. Généralement, dans les complots, l'ennemi, c'est comment dire, dans les complots antisémites et d'extrême droite, c'est le juif, etc. Le complot judéo-bolchevique, historiquement, on a vu ces questions-là. Mais bon, bourgeois, il faut le remplir. On peut plus dire un bourgeois. D'autant plus que la droite est très très préparée à nous mener la guerre sur ce mot. Hein, dit vous traitez tout le monde de bourgeois, ça n'a pas de sens. Qui est un bourgeois? C'est vous les bourgeois. Regardez comment ils ont construit le terme de bobo, bourgeois, bohème, en forme un peu de. Ils ont un pouvoir de construction des mots qui est très fort. Et nous, si on veut continuer avec ce mot de bourgeoisie, il faut lui redonner une analyse très claire et un contenu pour pouvoir identifier très très simplement et très facilement qui est un bourgeois et qui ne l'est pas. Et ça, c'est immense, un débat immense dans la littérature sociale, par exemple. Que penses-tu de la position de Mediapart sur la Palestine et de toute une partie de la gauche? Moi, je suis un lecteur régulier de Mediapart, je dois l'avouer. Je suis un lecteur régulier. Je trouve qu'il y a des articles où ils sont meilleurs que d'autres. C'est vrai que quand même, il y a peu d'endroits où on a du contenu sur l'actualité internationale, je trouve. Hein, notamment sur l'Amérique latine, je veux dire, en dehors du monde diplomatique. Donc, ça m'intéresse de lire Mediapart. Ils font aussi également des chroniques culturelles, des chroniques de l'analyse politique qui m'intéressent. Mais est-ce que la question est spécifiquement sur la question palestinienne ou est-ce que le problème est plus largement? En fait, je pense qu'il y a un problème, enfin c'est moi qui le vois comme ça, chez Mediapart, c'est que oui, Mediapart est un journal qui revendique son appartenance à un camp social, on va dire la gauche. Hein, c'est quand même évident avec qui ils invitent, comment ils le font, même si ils ont cette tendance à dire oui, mais on est capable de critiquer la gauche quand elle pose problème, etc. Mais je pense qu'il y a une différence entre être un journal qui se reconnaît comme ancré quelque part et être un journal qui est engagé au sens partisan du terme. Or, cette revendication par Mediapart d'une volonté d'être indépendant, d'être le juge de paix des conflits de valeurs à gauche, etc. Des fois, elle peut être extrêmement agaçante, puisque je veux dire, quelqu'un qui vient expliquer à la gauche ou au parti, là vous vous trompez, là vous avez raison, etc. Alors que ils ne font pas partie des gens qui mettent les mains dans le cambouis, en tout cas politique, de la construction, ou très peu. Régulièrement, ils ont pu le faire. C'est vrai, sur la question des migrations, sur la question, mais dans des batailles où c'était facile à gauche de se positionner, rarement quand c'est difficile, je trouve. Et puis c'est ça le problème, c'est que quand on passe son temps à expliquer que le pouvoir se radicalise, que l'état de droit se délite, qu'il y a un basculement autoritaire du régime, qu'il y a des alertes à avoir sur la liberté de la presse, sur le niveau de la répression, etc., quand est-ce qu'on décide de devenir partisan? C'est-à-dire de s'arrêter d'être simplement le juge de paix et de descendre dans l'arène. Bon, et du coup, tu parlais sur la question palestinienne, je pense que c'est symptomatique. En fait, c'était très dur quand il y a un débat clivant de prendre position. Et ceux qui l'ont fait frontalement s'en sont pris plein la gueule, ont été victimes des procès McCarthyistes qui courent en gros depuis les attaques en islamo-gauchisme. Et le journal Mediapart n'a pas pu tenir jusqu'au bout, je pense, la question anticoloniale. Ils ont publié un article dernièrement en disant c'est un conflit colonial, mais c'est pas n'importe lequel, etc. Et parce qu'encore une fois, il y a un côté un peu en même temps chez Mediapart. Parce qu'il y a en même temps, on est engagé, en même temps, on est un journal qui se veut de référence, qui donc essaye de coller avec une vision un peu de la neutralité universitaire, etc. Or, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que sur ça, si on rajoute le fait que, et ça c'est mon avis personnel, il y a aussi un conflit évident entre la manière dont Mediapart conçoit la gauche, c'est ce qu'elle devrait être, et la façon dont la France insoumise incarne la gauche, le leadership, la direction, si on veut, du camp social à gauche. Bon, ça fait qu'il y a plein de moments où Mediapart, moi, il me gave. Je rajouterai un truc dans mes critiques, c'est le fait que, pareil, dans cette position on veut être quand même un média différent, mais on est quand même dans le champ médiatique mainstream, on a
comment dire, cet appel de la logique marchande. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé Mediapart à le lire quand j'ai vu les révélations sur l'affaire Bettencourt, sur Sarkozy. À chaque fois que je lis les articles sur tous les faits, c'est passionnant et c'est super qu'il y ait un travail d'investigation comme ça. Mais en même temps, il y a aussi une logique du scoop qui dernièrement me fait dire bon bah peut-être qu'ils vont un peu loin quoi. Je veux dire, il faut faire combien d'articles sur un élu qui a un problème avec l'utilisation d'une drogue, je crois que c'était la cocaïne. Il y a un côté aussi, on veut être dans le buzz, on veut montrer qu'on est toujours dans le scoop et ça fait partie aussi des logiques marchandes dont ils sont tributaires du fait de leur appartenance au champ médiatique. Donc bon, voilà, ma critique, tu vois, elle s'éloigne un peu de ce que tu disais, mais moi je la vois plutôt comme une perspective générale que sur un blocage particulier sur la Palestine. C'est plus cette incapacité d'être en capacité, encore une fois, d'être engagé, de descendre dans l'arène politique. C'est normal, les journaux ne veulent plus, comme ont pu l'être les journaux politiques, l'Humanité, etc., les journaux d'un parti, etc. Et peut-être que ça s'entend hein, dans les médias indépendants, je peux comprendre, moi je fais pas mal de médias indépendants, et les gens, ils veulent avoir leur indépendance. Néanmoins, il y a une différence entre être indépendant d'un parti et ne pas être capable de descendre dans l'arène, surtout quand on annonce qu'on est dans un moment de basculement du régime, de basculement des libertés. La question du pouvoir ne se pose pas sur le plan uniquement idéal. Elle se pose sur la question de rapport de force. Et les rapports de force, il faut les engager. Je ne dis pas que le Mediapart ne fait rien, mais je pense que dans le cran de son engagement, il peut aller plus loin. Et là-dessus, bon, bah, il y avait le truc de, on veut pas descendre dans l'arène parce qu'on va y perdre des plumes et on n'est pas prêt à le faire. En tout cas, sur cette question de palestinienne. La question de la Palestine est-elle, pour toi, un marqueur de gauche ? Évidemment. Pour moi, c'est c'est même fondamental. Bon, il s'avère que moi, j'ai une trajectoire particulière en lien avec la Palestine. D'abord, c'est un de mes premiers engagements. Quand je m'engage à 15 ans à la jeunesse communiste, une de mes premières campagnes, c'est la question de la libération de Marwan Barghouti, de Salah Hamouri, qui était emprisonné à l'époque. Et c'est un des combats vraiment qui me frappe. C'est une question qui m'obsède. Et parce que c'est une injustice à la face du monde depuis 75 ans et qui est évidente. Alors après, la question, c'est qu'elle est complexe, mais elle me semble évidente. Et au début, je chemine comme ça, mais en plus tard, je vais travailler mon premier diplôme universitaire, je vais le faire sur les relations, en relations internationales sur la question sur la région du Cham, Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, et je vais habiter ensuite et travailler pendant 2 ans en Palestine, en Cisjordanie, littéralement dans la ville de El Khalil, Hébron en français, on va dire à 30 km de Jérusalem, 30-35. Bon, donc du coup, je suis très lié à cette question, mais prenons objectivement une mesure objective pour expliquer pourquoi, à mon avis, il y a une vraie question pour tous les progressistes et tous les militants de gauche dans le monde sur la question palestinienne. Il faut remarquer que l'histoire du peuple palestinien et de sa lutte a concentré l'ensemble des formes de mobilisation collective qu'il existe. De la révolte, ils appellent plutôt révolution, Al-Fawra. En 1936, il y a une révolution des Arabes palestiniens sur place. Il y a la question plus tard de, bien entendu, l'utilisation de la lutte armée, notamment en accompagnant des périodes anticoloniales qu'il y a eu ailleurs. Il y a la question des mouvements civiques, des mouvements de droit, des mouvements non violents. Il y a la question du boycott. Il y a la question d'organisation de solidarité internationale. C'est-à-dire, il y a la question de la grève. On en parle peu dans la période actuelle, parce que là, on est en décembre 2023. Mais je veux dire, pendant la première et la deuxième intifada, la question de la grève des Arabes palestiniens de 48, parce qu'ils disent Arabes israéliens, j'allais reprendre le terme, non, des Palestiniens de 48, c'est comme ça que d'ailleurs les Palestiniens les appellent systématiquement en arabe, était fondamentale. Dans la première intifada, dans la deuxième, etc. Donc, l'ensemble des formes de lutte ont été utilisées, travaillées, ont pu échouer, donc, il y a une vraie leçon que nous donne le peuple palestinien à gauche, de manière générale. Ensuite, bien entendu, il y a une question. C'est que comment on peut se positionner à gauche sans se positionner sur un des derniers, parce qu'il y en a d'autres, mais un des derniers, en tout cas le plus visuel des conflits coloniaux dans le monde actuellement. C'est impossible. On ne peut pas prendre position à gauche sans se prendre une position claire sur ce conflit colonial. Je rajouterais d'ailleurs que c'est pour ça que c'est un marqueur à gauche.
c'est qu'on voit tout de suite les traditions et les liens ambigus ou non que certains ont avec le mouvement colonial. On regarde la réaction des socialistes en France. Le Parti socialiste et le courant socialiste français a été longuement empreint de colonialisme. Alors, on peut regarder la question algérienne, mais je veux dire, les socialistes, je rappellerai que quand il me semble François Mitterrand est ministre de l'Intérieur de Guy Mollet, il dit l'Algérie c'est la France. Le mouvement socialiste, voilà. Sur la question du mouvement communiste, c'est extrêmement compliqué. Si je dis le PCF n'était pas à la hauteur, je vais me faire fusiller par les communistes. Enfin, en tout cas, c'était complexe. C'est-à-dire qu'il y a des communistes qui ont pris part et fait cause contre le fait colonial, notamment dans les intellos, les premiers intellectuels, on va dire, dans la gauche française au début du siècle français, parce qu'il y avait des intellectuels, bien entendu, pas français, étrangers, qui ont produit énormément sur cette question. Ils ont été communistes. Il y a des communistes très très sincères qui se sont engagés. Il y a eu des porteurs de values, il y a eu plein de gens, mais du coup, il y a une notion. Et puis, je pense dans le monde général, il y a eu dans une partie de la gauche qui s'est revendiquée comme anti-impérialiste une vraie conception de la lutte anticoloniale. Et même, j'allais dire, aujourd'hui, c'est encore plus important que on a devant nous le bilan et l'échec des fois de la gauche sur la question anticoloniale. C'est-à-dire que on pouvait dire dans les années 60, c'était une autre époque, les gens avaient du mal à comprendre, etc. Aujourd'hui, on peut plus. Très clairement, il y a énormément d'écrits qui ont très bien montré comment la gauche a pu être en échec, comment la gauche a pu adhérer à une vision chauvine, une vision nationale, patriotique, colonialiste. Colonialiste dans le pire des cas, ou en tout cas raciste et assez social chauvin, j'allais dire, dans le meilleur des cas avec des gros guillemets. Donc oui, la question palestinienne est un marqueur, parce qu'elle est marqueur colonial, mais également parce que, bon, encore une fois, ça fait 75 ans, et c'est, on parle là, je peux pas ne pas en parler, on est le 20 décembre. 3 mois de guerre contre le peuple palestinien. Un génocide, parce qu'il faut le dire, le génocide, c'est des actes et l'intention. Je crois que les actes sont vus aux yeux de tous, mais la question de l'intention, il suffit de regarder les déclarations au plus haut niveau de l'État, du président Herzog jusqu'à différents ministres, pour montrer qu'il y a des intentions génocidaires, et pas uniquement chez l'extrême droite, des colons et les courants les plus extrémistes. Très clairement, réécoutez quand le président israélien explique que tous les civils sont responsables à Gaza. Donc, on ne peut pas ne pas voir que c'est un marqueur et que c'est étonnant, c'est-à-dire que on conteste encore une fois ce mot de génocide ou que les gens prennent des pudeurs pour pouvoir parler. On le voit à quel point il y a un alignement, il y a une vision d'Israël comme une citadelle occidentale au milieu d'un monde qui serait l'Arabie barbare. Je parle vite, mais les gens comprendront quoi. Il y a un attachement à ça. Il y a un reste de l'inconscient colonial, de la mission civilisatrice. Donc oui, c'est un marqueur à gauche. Il fracture à chaque fois. Il ne manque pas de fracturer. Et voilà, je dirais, tout militant conséquent de gauche doit s'engager d'une manière ou d'une autre auprès du peuple palestinien. Ça ne veut pas dire que tout militant de gauche doit soutenir l'ensemble des formes de mobilisation du peuple palestinien, la façon dont il se mobilise, telle ou telle organisation. Mais à minima, ils doivent se souvenir d'une chose, c'est que la question de l'autodétermination des peuples, c'est de décider de comprendre que le peuple palestinien est le seul légitime à déterminer la façon dont il va agir pour obtenir son destin en tant que peuple qui ne connaît pas l'oppression sur son territoire. Comment avoir la paix en Palestine ? La question, c'est quelles sont les conditions pour organiser la paix de la mer au Jourdain. Et cette condition-là, elle passe par la reconnaissance réelle du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, d'autant qu'il faut regarder en précision. Par exemple, on nous rabâche la question d'Oslo et de la soi-disant paix. À Oslo, aucune reconnaissance de l'autodétermination du peuple palestinien n'est présente. Les Israéliens reconnaissent le droit de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de parler au nom du peuple palestinien. D'ailleurs, sur la base d'une négociation qui ne reconnaît pas cette souveraineté-là, des organisations quittent l'OLP. C'est le cas du Jabhat Sha'bi al-Tahrir Palestine, le Front populaire de libération de la Palestine. Jabhat Démocratique al-Tahrir Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine. Des organisations de gauche, en gros, qui s'étaient illustrées dans la parenthèse marxiste du Moyen-Orient, en gros, les années 70. Il y a donc une non-reconnaissance de droit. On parle de l'OLP, le droit d'eux, et puis d'ailleurs, 2005, il y a des élections.
2005, ça doit être 2006, pardon, les élections donnent pas le résultat escompté par la communauté internationale, Israël et notamment l'Union européenne également. Et donc, du coup, on refuse que le peuple palestinien se dote de ses représentants parce qu'ils avaient voté en fait Hamas majoritairement, mais de peu. Et le Hamas, qui avait boycotté les élections d'avant, ne s'attendait même pas à gagner. Donc, la question de la constitution du gouvernement d'union nationale, etc., à l'époque, elle a été très vite balayée et on a dit non, vous devez créer l'autorité palestinienne et on veut bien accepter une forme proto-étatique du peuple palestinien, l'autorité palestinienne, à partir du moment où ça devient un gendarme au service de l'État d'Israël. Bon, ces conditions-là font que, de fait, la question de la négation du droit du peuple palestinien à vivre sur ces terres, même de la négation de ce que le droit international reconnaît, par exemple le droit de retour aux réfugiés, c'est ça les questions politiques. Et tant qu'on va essayer d'empêcher le débat en utilisant du rapport de force militaire, géopolitique, en faveur de l'État israélien, contre le droit légitime du peuple palestinien à vivre sur ces terres, à ce moment-là, encore une fois, on ne peut pas être surpris du fait que les Palestiniens vont multiplier les tentatives en fonction des stratégies différentes des organisations pour pouvoir reprendre ce droit-là. Et donc, du coup, forcément, dans tout conflit colonial, Fanon le disait très bien, c'est le colon qui fixe le niveau de la violence. La violence ne vient pas de nulle part. Le problème actuel, c'est qu'on essaye, à travers de nouveau la grille de la lutte, de la guerre de civilisation, de faire le rapport palestinien égale arabe, égale essentiellement violent, voire essentiellement antisémite, voire essentiellement barbare, donc terroriste. Et bien entendu, on a bien vu l'association depuis le 11 septembre entre arabes et terroristes, ça fonctionne bien. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, Ariel Sharon, il dit « Nous avons un Ben Laden à nous, il s'appelle Yasser Arafat ». Donc, cette tentative de réinscrire la question coloniale palestinienne dans une lecture comme ça géopolitique marquée par la guerre de civilisation, en fait le vocabulaire des néoconservateurs qui a donné cette formule le droit d'Israël à se défendre n'est pas possible en fait, et c'est pour ça qu'elle est inacceptable. Ça ne veut pas dire que les organisations de gauche, encore une fois, ne sont pas légitimes à dire je soutiens tel ou tel acte. Par exemple, dire je comprends, et il y a beaucoup d'organisations très progressistes, y compris par exemple le NPA qui est aujourd'hui suivi par une enquête pour abolition du terrorisme, qui ne soutient pas des actes terroristes. Et quand on dit actes terroristes, encore une fois, c'est encore une fois un jugement purement objectif. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre dès le 9-10 octobre, ce qui était très difficile, et de ce qui s'est passé. Moi, je ne renacle pas à l'idée de parler d'actes terroristes. Ce que je refuse, c'est ce que je disais, c'est le terrorisme comme organisation d'essentialisation d'un peuple d'une façon. Acte terroriste, ça veut dire utiliser des moyens militaires contre une population civile. Et en ce sens, des organisations israéliennes ont utilisé des actes terroristes. Si vous regardez du côté de l'Chaim Chelut Israël, le groupe de l'Irgun, de la Haganah, etc., ils ont utilisé des actes terroristes pour pouvoir mettre en avant la revendication de l'organisation d'un foyer national juif, puis d'un État juif sous le nom d'Israël. Il y a eu des actes terroristes de la part du Front de libération nationale en Algérie. Parce qu'encore une fois, les colons ne partent pas par le bon vouloir ou découvrant que finalement ils auraient détourné leurs droits de l'homme et tous les droits qu'ils avaient autoproclamés pour l'ensemble des peuples du monde. Donc la question c'est comment on sort du cycle de la violence, et il n'y a aucune réponse à part reconnaître le droit politique du peuple palestinien à son autodétermination, au fait de vivre dans un État, dans des conditions décentes. Et pour ça, la question, c'est quelles sont les stratégies que les organisations palestiniennes mettent. Et je voudrais préciser encore une nouvelle chose, c'est que le problème de la question de la violence, c'est normal, c'est une réaction humaine de refuser de voir la violence, y compris lorsque, on peut comprendre le choc d'une société qui voit dans une même journée 1400 personnes de son peuple être tuées, dont seulement, entre guillemets, 350 militaires, donc des civils. Mais la question, encore une fois, c'est quel est le contexte? Pourquoi on réécrit à partir de ça a commencé le 7 octobre, parce que l'élément de langage israélien, c'est faux. C'est faux. Et il faut regarder comment, par exemple, l'ensemble des mouvements pacifiques palestiniens, civils, pacifiques et renonçant à la lutte armée, dans le sillage du renoncement à la lutte armée de l'OLP, ont été criminalisés. C'est le cas du mouvement de BDS, boycott des investissements sanctions, mais c'est le cas sur place de plein d'organisations qui se chargent
de lutter contre la destruction de villages bédouins au niveau du désert ou ailleurs sur le territoire de la Cisjordanie. C'est le cas d'organisations qui replantent des oliviers qui sont systématiquement arrachés par des colons qui viennent installer des avant-postes avant de tenter de se faire légaliser par le gouvernement israélien. Donc, toutes les tentatives ont été mises en échec lorsqu'elles ont été pacifiques. On peut parler aussi de la stratégie des Palestiniens au niveau diplomatique, au niveau des instances onusiennes, par exemple. La diplomatie de l'OLP, pour le coup, là, a essayé de faire reconnaître l'État palestinien dans d'autres structures que l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont un statut de membre observateur, il me semble, comme par exemple à l'UNESCO. Quand ils sont arrivés à l'UNESCO pour faire reconnaître la Palestine, qu'est-ce qui s'est passé? L'UNESCO a reconnu la Palestine. Les États-Unis sont partis et ont retiré le financement. Bon, Biden, depuis, parce que c'était Trump, l'a remis. Mais diplomatiquement parlant, ils se sont fait écraser. Quand ils ont fait des mouvements civiques, ils se sont fait écraser. Quand il y a même plein de mouvements sur place, j'ai pu en rencontrer certains, de dialogue entre des mouvements israéliens et des mouvements palestiniens qui font dialoguer les gens qui sont fatigués par l'exercice de la violence. Mais encore une fois, la vraie question, c'est que tant qu'il y a un délit des droits, la question de la violence coloniale qu'impose l'État d'Israël sur le peuple palestinien va toujours se répercuter avec l'expression de l'utilisation de moyens militaires de la part des Palestiniens. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, finalement. Tu vois. Donc, encore une fois, la question, c'était le droit de défense d'Israël. Non, Israël ne se défend pas. Elle défend l'organisation politique qu'elle impose au peuple palestinien, à savoir, il y a un contrôle. Ils disent l'Israël est une démocratie. Une démocratie pour les citoyens israéliens, et encore pas tous, pas les Arabes israéliens, pas tous. Et en plus, c'est elle qui a concrètement la souveraineté et le contrôle du mouvement, du déplacement, de l'ensemble de la gestion de la vie collective dans les territoires palestiniens, qu'ils soient à Gaza, à Jérusalem ou en Cisjordanie. Donc en gros, démocratie pour les Israéliens juifs, demi-démocratie pour les Israéliens arabes et dictature pour les Palestiniens qui ne sont pas reconnus citoyens israéliens, ça peut pas être une formule qui marche. Donc la question de la violence, elle se pose là. Et c'est comme ça que on produit le cycle de la violence. Ton bilan politique de 2023. Bon, la question du bilan 2023, ça nous ramène à ce qu'on a discuté tout à l'heure sur l'alignement des planètes à l'intérieur de toutes les droites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mouvement engagé au premier quinquennat de phagocytage de la droite, pour récupérer un ancrage dans les secteurs réactionnaires de la société, il va s'aligner de plus en plus en 2023. On a un alignement où on a les républicains qui toujours n'arrivent pas, ils ont encore, en 2022, c'est les grands perdants, et du coup, ils ont été transformés en moines copistes de l'extrême droite, qui recopient leur programme. L'extrême droite qui a le vent en poupe parce que l'opposition, le mirage du barrage à l'extrême droite de la part d'Emmanuel Macron, est là, et que ils ont besoin, du fait de leur faiblesse, de s'appuyer sur eux pour gouverner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, vraiment, dans cette année-là, on a vu cette fusion s'organiser concrètement, idéologiquement, et comment on est vraiment dans un moment où il y a un alignement idéologique qui est permis aussi par un partage, j'aimerais insister là-dessus, en fait, d'une vision d'un côté antisociale libérale et de l'autre côté de la xénophobie raciste de l'extrême droite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on regarde les dispositions antisociales de la Macronie, sur la retraite, mais plus spécifiquement sur la réforme de l'assurance chômage, sur la lutte contre l'assistanat, comme ils disent, on voit bien qu'il y a une haine de la personne précaire qui a besoin de la solidarité. En gros, on est vraiment sur une espèce de mystification de la méritocratie et cette adhésion d'abord à l'idée que, en fait, on réussit par son travail, que c'est mal d'être aidé, qu'il y a des assistés, elle se transforme très très vite en xénophobie à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe très vite de « je déteste les assistés », c'est les cassos, à « ces assistés et ces cassos, c'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est les immigrés, c'est les étrangers ». Et pourquoi il y a cette jonction qui est possible? C'est que si on regarde les classes populaires d'extrême droite, elles adhèrent à la vision du monde néolibéral. Elles adhèrent à ça. D'abord, elles ont une vision individualiste de la société, contraire à la solidarité, contraire à la conception holiste des problèmes sociaux. Deuxièmement, l'extrême droite ne propose jamais de remettre en cause le capitalisme et la forme dont il prend, la forme qu'il prend particulièrement dans la période, à savoir celle d'une restriction sur les ressources en expliquant que on peut rien toucher. Que le pactole qui se partage dans une minorité, il est intouchable, qu'il faut restreindre, qu'il faut faire de l'austérité.
Et donc, on met face aux gens qui sont dans des difficultés économiques cette question de la pénurie, en fait, à gérer. Et le Rassemblement national n'y touche pas. Simplement, il dit, pour gérer cette pénurie, ce qu'on vous propose, c'est un pacte raciste. Ce pacte raciste est très simple, c'est on vous propose pas grand-chose. La gauche, il vous propose de tout changer, mais c'est des menteurs. Donc, ils adhèrent à l'ordre dominant du on ne peut rien faire, there is no alternative, Tina. Et ils disent, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dans les ressources disponibles, on peut sacrifier certains et on va les sacrifier sur la base de la nationalité. Hein, on va sacrifier les étrangers. C'est ce qui se passe dans le vote actuel de la loi immigration, préférence nationale. Et ça ouvre bien entendu la porte à une généralisation plus grande, puisque de l'étranger, on passe vite à la personne racisée, à celle qui est assimilée à l'étranger, à ceux qui sont pas vraiment français. Je rappelle que l'extrême droite utilise le terme de français de papier, quoi. Donc une vision ethnique du peuple et pas une vision politique, du contrat politique qui lie les gens à la nation. Et donc du coup, la question de la jonction idéologique, c'est ça pour moi le bilan de l'année 2023. C'est qu'on savait que c'était en travail, je l'ai dit, au premier quinquennat, on avait déjà cette optique-là, mais 2023, c'est vraiment le moment où l'optique vraiment antisociale de la bourgeoisie, elle se conjugue, et je l'avais mis sur Twitter, mais pour envoyer une punchline, mais je crois vraiment à cette idée, c'est derrière chaque facho, une mentalité petite bourgeoise de recroquevillement sur ses intérêts, quitte à adhérer à un pacte raciste et sacrifier les droits d'autres individus, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et de l'autre côté, derrière chaque bourgeois, un raciste en puissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est largement prêt à s'allier et à fonctionner, à faire voter le programme du Rassemblement national, parce qu'il a intérêt à continuer cette vision du monde qui ne remet pas en cause son pouvoir. Et c'est la fameuse formule, encore une fois, plutôt Hitler que le Front populaire. C'est juste de dire renoncer à ces valeurs libérales. Ils avaient déjà renoncé, mais 2023, c'est vraiment en fait, c'est une continuité, mais c'est surtout le moment où ce qui est intéressant politiquement, c'est que les masques tombent complètement. Nous, on n'avait aucune illusion. Moi, j'avais pas d'illusion et plein de camarades, ils n'avaient aucune illusion sur le fait que c'était le cas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les secteurs les plus modérés du camp social, on va dire la gauche bourgeoise, modérée, l'espace social-démocrate, même eux, ils sont forcés de le reconnaître. C'est-à-dire que même eux qui ont cette espèce de tentation de s'accrocher à des fétiches que sont la République aux mains de l'oligarchie actuelle, etc., ils sont obligés de l'abandonner. Et donc, du coup, c'est une occasion pour des militants comme nous de dire, on rentre dans cette brèche et on les désolidarise. Il faut vraiment les empêcher de voir reproduire ce mythe du libéralisme qui, ils sont libéraux, mais au pire, ils sont pas racistes, et de vraiment organiser l'esprit de scission, c'est-à-dire l'esprit de séparer un bloc pour reconstruire un bloc alternatif au pouvoir, puisque maintenant on le sait, ça se joue entre nous et eux. Eux et 50 nuances de réactionnaires et de racistes que sont les représentants différents de la droite en France. Jean-Luc Mélenchon pour 2027 ? Moi, je l'ai toujours dit, j'ai une love-hate relationship avec Jean-Luc Mélenchon. Je l'adore pour certaines choses et j'aime le détester quand il fait des choses que je trouve pas bonnes. La question, c'est qu'il ne faut pas que ça nous empêche de le faire. Moi, j'ai été, par exemple, très choqué de sa réaction et de son erreur politique sur l'affaire Quatennens, par exemple. Je l'ai dit, ça me pose pas de problème. La question pour moi, c'est en 2027... le risque d'une candidature de trop existe, mais on est en 2023, là, fin de l'année 2023, bientôt 2024. La question, c'est en fait, quelles vont être les conditions politiques et sur quoi va se faire la confrontation en 2027 dans l'espace électoral. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est que les gens qui sont candidats à sa succession, entre guillemets, en tant que candidats de la gauche radicale autour de la France insoumise ou ce que vous voulez, pour l'instant, ça ne me satisfont pas. Déjà, si on regarde du côté de François Ruffin, sa stratégie, c'est d'aller essayer de draguer un électorat qu'il fantasme un peu en renonçant à des critères, à mettre le curseur de façon exigeante sur des questions antiracistes. Pour moi, c'est pas possible. Moi, je le dis très simplement. Est-ce que la Seine-Saint-Denis vote François Ruffin comme elle a voté Jean-Luc Mélenchon? Si la réponse à cette question est non, on a perdu. Donc, non. Deuxièmement, les gens qui sont portés vers l'idée que il faut produire l'unité en fonction du niveau de fragilité de la gauche bourgeoise, c'est-à-dire dire que mais comme ils ne suivent pas, il faut mettre de l'eau dans ce vin pour parler à un électorat plus modéré, qui est averse au conflit, etc. Ça, je n'y crois pas.
Je crois qu'effectivement, il y a une difficulté pour organiser une coalition de gauche lorsque une partie de notre électorat est un électorat captif au sens de ils ont forcément voté pour nous parce que c'était la seule possibilité, parce que les classes populaires de gauche ont voté massivement, par exemple pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022. Le fait que ça soit un électorat captif qui très vite veut reprendre son indépendance, très vite veut se reporter sur les Verts, les socialistes et des options plus modérées, c'est une difficulté. Mais le fait de dialoguer avec eux ne doit pas nous faire perdre le cap de la conflictualité sociale monstrueuse que vivent les classes populaires. Parce qu'encore une fois, être une classe populaire, c'est aussi vivre expressément la domination et donc vivre la violence des politiques de la société. Et je me méfie des gens qui disent, pour gagner, il faut s'aligner sur les desiderata d'une gauche qui est de gauche, mais qui a besoin de le dire à voix basse, quoi. Qui n'est pas pressé finalement d'une alternative, parce qu'ils n'en ont pas nécessairement les besoins en tant que personne dans leur vie quotidienne. Donc ces deux options-là qui semblent un peu en débat actuellement ne me semblent pas satisfaisantes. Et avec Mélenchon, en tout cas dans la période actuelle et sur le fait qu'il a été un des rares à pouvoir tenir le drapeau quand en face il y a une déflagration médiatique violente et réactionnaire, me font dire qu'il est capable d'avoir ces épaules-là. Maintenant, tout est ouvert. Moi, encore une fois, que ça soit la question du vote, de la question de l'abstention, ce qu'on a discuté tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui est contre le fétichisme des positions. Je ne crois pas que le vote est l'alpha et l'oméga de la politique. Je ne crois pas que la mobilisation est l'alpha et l'oméga de la politique. Je crois qu'on a plein d'outils, qu'il faut jouer sur tous les tableaux et que les revirements tactiques doivent être extrêmement fins. Et donc ensuite, bien entendu, la question, c'est en même temps qu'on fait ces choix-là, il ne faut pas perdre de vue le rapport qu'on met entre compromis et compromission avec l'organisation institutionnelle et le système politique. Et d'ailleurs, je pense que l'une des façons de diviser les familles de gauche, c'est de voir comment ils conçoivent cette différence entre compromis et compromission. Donc Mélenchon, si c'est le Mélenchon qui tient le cap, qui est capable de dire quelque chose, même quand on met en avant que une majorité de la population serait contre, ou même quand il est capable de dire, moi je crois que les gens se trompent quand ils adhèrent à des visions racistes, à des visions libérales, ça oui. C'est ça que je recherche chez Jean-Luc Mélenchon, plus que le personnage, même si, encore une fois, le personnage, moi, quand j'ai commencé à militer, ma candidate, en l'occurrence, elle avait fait moins de 2%. Là, on a fait autre chose. Et il y a donc la question de cette combativité, de cette capacité d'assumer la ligne de rupture. Et la deuxième question, c'est finalement la question, encore une fois, d'être capable de produire la synthèse tactique et discursive qui permet de rassembler plus largement que les gens qui sont déjà convaincus sur cette question de la rupture, mais sur une ligne de rupture. Et jusqu'à présent, j'ai vu personne qui était capable. Maintenant, encore une fois, on est en 2024, dans 2 semaines, chaque chose dans son temps, et la question du quinquennat ne peut pas se résoudre sur la question de l'appel à 2027. On a 3 ans pour faire quelque chose, 3 ans où il faut continuer d'enfoncer la brèche qui est ouverte par la fragilité de la Macronie avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et le macronisme, là, avec ce qui s'est passé sur la loi immigration et après le mouvement sur les retraites, est à bout de souffle, il est en train de mourir, il faut l'achever. Donc achevons le macronisme et après parlons de 2027. La bourgeoisie s'extrême droitise par opportunisme ou par réelle adhésion? Je pense que honnêtement, c'est les deux. C'est-à-dire que si on met dans le détail et qu'on regarde, il y a un certain nombre de représentants sur lesquels Emmanuel Macron s'est appuyé, typiquement Gérald Darmanin, pour être et entretenir un dialogue, plutôt que être, pour entretenir le dialogue avec l'extrême droite, pour être le pivot de ce dialogue-là. Et il y a des gens qui sont convaincus de ça. Je rappelle que Gérald Darmanin, c'est pas n'importe qui. Alors, il a beau venir des Républicains officiellement, il a écrit des petits papiers dans des feuillets qui vont ensuite fusionner avec l'Action française. Il a, des tropes antisémites dans ses bouquins en reprenant, les propos de Napoléon qu'il a encore cité hier à l'Assemblée nationale. Il y a une fascination pour ce type-là. Je pense qu'à l'intérieur, il n'y avait pas que Darmanin, en fait. Il y a ceux qui refusaient de vous regarder, mais si on regardait Jean-Michel Blanquer, et qu'on regarde vraiment ses liens avec les milieux conservateurs réactionnaires profonds en France, oui, il y a une part d'adhésion historique d'une part de la bourgeoisie à des discours xénophobes, racistes. Et d'ailleurs, souvent, ce lien entre la bourgeoisie et ces discours-là, elle se joue, je pense, autour du lien avec le milieu du catholicisme intégriste ou du catholicisme réactionnaire affiché, quoi. Donc, il y a une part d'adhésion qui me semble évidente. Et plus le recrutement se fait dans cette droite traditionnelle
plus évident. Et puis, il y a une part de calcul. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est la formule plutôt éclair que le Front populaire. À partir du moment où il y a une offensive générale à gauche, offensive qui s'est un peu marquée dans l'amplitude qu'a pris la représentation de la gauche dans l'espace parlementaire, mais surtout qui s'est montrée, je pense, dans le mouvement social de la réforme contre les retraites. Bon, la question, c'est que ça va être entre ce camp social-là et en face, comment dire, la bourgeoisie, sa capacité à maintenir le pouvoir. Moi, ma vision des choses, c'est la suivante. C'est qu'en gros, après des années d'alternance, qui n'étaient pas des alternances politiques, entre la droite traditionnelle et le Parti socialiste, les blocs sociaux, les alliances électorales, en termes de composition électorale qui les soutenaient, ont explosé, et que la Macronie, c'était un va-tout pour que la bourgeoisie conserve le pouvoir, la bourgeoisie en tant que classe, c'est-à-dire en tant que représentant des intérêts économiques, etc., dans la vision marxiste assez classique, mais que du coup, la question, c'est quand il y a une crise qui éclate, la première recomposition, ça c'est vraiment une lecture gramscienne, je l'assume, la première recomposition, elle se fait pas nécessairement à l'extérieur parce que c'est pas nécessairement un bloc alternatif qui se constitue tout de suite, quoi. C'est plutôt à l'intérieur de la classe dirigeante qu'il faut voir une réorganisation du personnel. D'ailleurs, Gramsci parle dans la fin du 19e de transformisme, de moments où il y a une fusion du personnel politique et où les ennemis d'hier deviennent les amis de maintenant. Et pour résumer, je vais piquer la formule à Rachida Dati, la Macronie, c'était ça, c'était des traîtres de droite et des traîtres de gauche. Elle avait dit ça, mais enfin, c'est concrètement vrai. Et cette fusion-là, elle avait une autre caractéristique, c'est que, en gros, la droite traditionnelle, c'était la notabilité traditionnelle sur laquelle s'appuyait la bourgeoisie pour avoir le pouvoir politique. C'était pas n'importe laquelle. C'était une bourgeoisie de notables, insérée sur les territoires, très vieille France, très bourgeoise, très liée à la grande administration ou à certains milieux d'entreprise, avec un certain nombre de professions. En gros, certains intellectuels organiques, que ce soit des avocats, des médecins, etc. La Macronie, c'était dans la classe dirigeante bourgeoise une autre branche d'autres secteurs. Qui se sont illustrés jusque dans la caricature. La Startup Nation, le monde du conseil, McKinsey et compagnie, toutes ces affaires-là. Et donc, avec des secteurs dynamiques du capitalisme qui portaient d'ailleurs des dynamiques propres au capitalisme en termes de transformation des logiques du travail, des logiques de l'exploitation, des logiques de la capture, de la plus-value. Et que du coup, l'avantage de ces secteurs-là, c'est qu'ils pouvaient se présenter sous un visage, on va dire, social-libéral, plus progressiste. En gros, cela jouait la droite orléaniste. En fait, on est libéral politique et libéral économique. Mais, encore une fois, aucune illusion. Lorsque le pouvoir de la bourgeoisie est menacé, c'est-à-dire lorsque est menacée sa capacité à tenir la direction de la société, la première chose à laquelle elle renonce, c'est littéralement ses valeurs dites libérales, au sens de liberté publique, etc. On l'a vu dans le quinquennat, le recul des libertés, les attaques contre le droit de manifestation, contre le droit de grève, l'état d'urgence inscrit dans la loi, l'état d'urgence sanitaire. Encore une fois, l'hégémonie elle est aussi cuirassée de coercition, dit Gramsci. Vraiment, cette hégémonie, quand elle tient pas, on repasse au bâton, quoi. De dirigeant la société, on devient dominant, c'est-à-dire notre pouvoir est marqué par la domination, c'est-à-dire l'utilisation de la force et de la violence. Et c'est très marqué chez Macron. Et donc, du coup, le premier pas, c'est ça. Mais nécessairement, ça engage aussi sur le terrain réactionnaire. Donc oui, c'est un coup politique, mais ça engage sur le terrain réactionnaire parce que pour pouvoir justifier le maintien de son pouvoir, il faut pouvoir amener des mécanismes, de destruction et de décortiquage des libertés publiques et civiles. Et si on regarde, quel a été le vecteur de ça dans la France de Macron, c'est notamment l'adhésion à un discours raciste. C'est le discours de lutte contre le terrorisme et de lutte qui est très vite déployé comme une lutte contre en termes de lutte de civilisation, en fait, de guerre de civilisation, un peu à la Huntington, plus que une question sécuritaire. Par exemple, rien n'a été pris au sérieux sur essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des individus, y compris nés en France, qui n'avaient aucun lien, de près ou de loin avec l'islam, se sont convertis, sont partis en Syrie, etc. Rien n'a été fait pour analyser des causes profondes de ce que c'est qu'un parcours de radicalisation au sens d'anomie sociale et de détachement total du corps. Non, rien. C'est très vite, on a repris le discours de la droite, guerre de civilisation, essentialisation de la logique, de création d'un continuum entre
islam, musulman, terrorisme, insécurité, immigration. Voilà, on a mis 5 mots comme ça, on leur a donné tous un sens commun, ce qui a permis de désigner un ennemi de l'intérieur, de passer des dispositions anti-libérales. Mais donc du coup, le racisme et l'antilibéralisme sont toujours liés. Donc coup politique, mais en même temps adhésion. Et au final, au fur et à mesure, ces conditions-là, elles fusionnent, si bien que ensuite, la possibilité de voir séparer les deux est de moins en moins vraie. Je pense pas à Macron, où on peut comprendre que lui, il a un sens tactique particulier. Encore une fois, il a renouvelé complètement son électorat. En termes de ça, c'est vraiment un type habile. Mais regardez les Olivier Véran, les Gabriel Attal, les Elisabeth Borne, tous ceux qui soi-disant venaient du Parti socialiste, etc. Alors certes, c'était des Strauss-Kahniens, certes, c'était des sociaux-libéraux, qui étaient beaucoup plus libéraux que sociaux d'ailleurs, mais je veux dire, sur ces questions-là, à part Sacha Houlier, une vingtaine de gens qui là ont pas voulu voter et qui essayent de voir une porte de sortie en votant contre, ils ont complètement fusionné avec le logiciel des Républicains. Et d'autant plus que les Républicains, exclus comme représentants de la classe dirigeante, ils se sont retrouvés dans une fausse opposition et eux, ils sont clairement devenus les moines copistes de l'extrême droite. Vraiment, Éric Ciotti, à part être le perroquet de Marine Le Pen, on l'a pas vu faire campagne sur autre chose. La droite n'a pas besoin d'être d'extrême droite quand elle est de droite. C'était son slogan pour les primaires, je crois. Elle est explicite. Si on pense la même chose sur l'extrême droite, les gens n'auront pas besoin de voter pour l'extrême droite. Autrement dit. Je suis un peu long dans la réponse. Vote ou abstention ? Moi, je me méfie des positions très très rapides qui considèrent que c'est soit ci, soit ça. Je crois que dans la politique, la tactique et les capacités à agir à certains temps compte. Et moi, je l'ai dit très tranquillement, en plus sur notre chaîne, que moi, j'ai voté en 2022 Macron deuxième tour. Je l'avais pas fait en 2017. Je m'étais abstenu. Là, je l'ai fait en 2022 parce que je sentais que c'était pas la même chose. Je remarque d'ailleurs que les chiffres me donnent un peu raison. En 2017, on regarde au deuxième tour, il y a 10 millions de voix d'écart entre Macron et Le Pen. En 2022, il y en a plus que 5 millions. Donc, il y a la moitié confondue. Et dans les 5 millions, si on regarde un peu le détail des transferts de vote, etc., clairement, c'est les électeurs de gauche qui font la bascule, qui permettent à Macron d'être élu. Et moi, je l'ai fait tout en n'ayant absolument aucune illusion sur le fait qu'il ne serait jamais un barrage à l'extrême droite. Déjà parce que pendant le premier quinquennat, effectivement, l'enjeu de Macron, c'était de compenser la perte de ses soutiens à gauche, de son héritage social-libéral, par l'acquisition d'un ancrage très fort au sein de la droite traditionnelle. En gros, l'électorat Fillon qu'il a complètement phagocyté, et c'est évident dans les chiffres de son électorat en 2022. Et puis il l'a fait comment ? Il l'a fait en mettant en avant, il avait fait une loi asile-immigration qui était déjà dégueulasse, il avait instrumentalisé la question de la laïcité pour en faire une arme de discrimination massive contre les musulmans, il avait flirté sur tous les sujets avec la réaction, réalité, Pétain, Maurras, ce qu'on veut. Donc j'avais pas d'illusion. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'on ne savait pas à quel point ça prendrait du temps ou non cet alignement réel. C'est-à-dire que la possibilité en élisant Macron face à Le Pen, c'est de dire c'est pas encore Le Pen, on sait pas ce que fait le Rassemblement national une fois qu'il est au pouvoir, alors que dans son discours même, l'envie d'en découdre avec les droits fondamentaux, avec les institutions même de l'état de droit, même si on n'a pas trop d'illusions là-dessus, est très claire. Et une fois que Macron est au pouvoir, la question c'était déjà la bataille législative. Je rappelle que ça s'est passé beaucoup moins bien que prévu pour la majorité présidentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une crise politique engagée en France, que du coup, la possibilité de mettre la pression et d'augmenter les chances de la gauche d'empêcher l'alignement total sur l'extrême droite était un enjeu ouvert. Et en ça, je pense que c'était bien de le faire. Maintenant, je peux comprendre les gens qui se sont abstenus. Même moi, dans ma famille, j'en ai reparlé avec des gens de ma famille proche, Je veux dire, qui ont dit non, mais moi, je peux pas. Et pourtant, c'est des gens qui ont toujours voté à gauche, qui ont toujours voté pour le barrage républicain, qui ont voté Chirac en 2002, etc. Mais je peux comprendre ça. Je comprends moins l'attitude qui commence à donner des leçons. En fait, ça sert à rien que on se refasse une bataille de il y a ceux qui ont voté, il y a ceux qui n'ont pas voté. Moi, je sais que ça m'a coûté très peu. Parce qu'au final, oui, j'avais le seum d'aller voter à 20h, à 19h55 pour Macron au deuxième tour.
que j'avais pas envie. Mais je dirais encore une fois, j'étais aussi sensible au discours de gens qui disaient mais en fait c'est pas possible le Rassemblement national maintenant. Donc déjà j'aurais de dire si j'ai envie d'être cynique, je dis on a gagné 1 an et demi avant cet alignement total, même si encore une fois le verre était dans le fruit et je l'ai dit, je dirais il y avait déjà une perspective d'alignement. La question c'est comment on se mobilise et comment on combat l'alignement total entre toutes les formes de la droite et de l'extrême droite. Et d'ailleurs je me rappelle cet été je finirai là-dessus, tu sais, aux universités de la France insoumise, à l'université d'été, il y a eu un discours de Jean-Luc Mélenchon où il disait, regardez, via Darmanin, l'enjeu pour eux, ça va être de vraiment de s'aligner et de faire un bloc réactionnaire compact pour sortir de la situation de tripolarisation de la vie politique. Et bon, c'était peut-être pas, comment dire, une révélation pour beaucoup d'entre nous, mais c'était malin de le placer à ce moment-là et de l'indiquer. C'est quand même quelqu'un qui suit assez finement le champ politique. Voilà, je pense que s'il a parlé de ça, c'est que comme beaucoup à gauche, en tout cas dans une gauche qui prend au sérieux ces questions, on avait bien vu que c'était un enjeu. La question, c'est quels sont les moyens qu'on se donne pour le combattre. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus dur de combattre frontalement avec une élection de Marine Le Pen qui arrive, qui permet à tous les groupes fascistes qui commencent à faire des ratonnades à droite à gauche de se sentir les ailes poussées et avoir le vent en poupe, etc. Donc voilà. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.